Le programmeur, finalement. Parce que dans le fond, on était deux principalement dans l'équipe, moi et Fish, qui faisait design jeux vidéo, c'est-à-dire design de niveau, design visuel, puis c'est lui qui est venu avec le concept, et moi je me suis joint à lui pour faire la programmation du jeu. Sur le stream, et d'ailleurs j'avais oublié d'activer mon micro sur OBS. les setups au dernier moment, je déteste ça, mais ça finit par fonctionner. Bref, j'attends juste qu'on me dise si le son est bon. Alors là, il n'y a pas trop de son, donc j'essaie de faire un peu de son, mais c'est pas grave. Bref, je pense qu'on va pouvoir commencer. Le son des voix, je l'entends sur le Twitch, puis ça a l'air bien. Le son du jeu, c'est dur à dire en ce moment, parce qu'il n'y a pas de musique dans le Oui, jeu. voilà, il n'y a pas grand chose. Bon, bah, si le son est correct, ça fait l'affaire. Du coup, je pense qu'on va pouvoir lancer. On va éviter de perdre trop de temps. Donc, juste pour préciser, c'est une run. Alors, c'est précis, c'est any% clockless 1.07. Et on va expliquer tout ça au fur et à mesure. Je vois que tu pars d'un save qui est à 100%, mais tu vas le clearer. Tu vas pas continuer avec un New Game Plus. Oui, mais oui, alors le any% c'est le 100%, mais ça pareil, on aura le temps d'y revenir, je pense. D'accord. Voilà. Donc je vais lancer ça. Et j'ai... Ah, bah voilà, je me disais bien que j'avais oublié un truc. On va y arriver, hein. Je te rassure, on va y arriver. Sauf que si j'ai pas live split, et bah ça va moins bien marcher. Ah. Il est où? Il est là. Voilà, tout est parfait. Je vous jure, on va y arriver. Bon, 3, 2, 1, c'est parti. C'est bon, tout est lancé, donc on va pouvoir commencer à expliquer. Donc la any% clockless 1.07, donc on va commencer par any%. Finir le jeu le plus vite possible, ça, il n'y a pas de souci, c'est habituel. Ensuite, clockless, en fait, il y a toute une partie du jeu où on doit utiliser l'horloge de l'ordi. Et ça permet de récupérer 4 cubes bleus. Et ça pareil, on va revenir sur les cubes bleus, les cubes jaunes après. Ça permet de récupérer 4 très rapidement, mais ça nécessite de manipuler l'horloge de l'ordinateur. Et comme c'est quelque chose qui est en dehors du jeu, on a décidé de ne pas le faire. Et ouais, parce que sinon, le timing, je crois, est déterminé par le moment où tu démarres ton save file, et puis c'est presque impossible à déterminer, alors... C'est ça. Je peux comprendre qu'en speedrun, ce soit pas applicable. Alors que pour l'instant, j'ai déjà fait un glitch. Donc un glitch de la version 1.07, et c'est pour ça que j'utilise la version 1.07. C'est le long jump. Donc le long jump, il s'agit de profiter de l'animation du slide entre guillemets. En fait, quand Gomez fait un demi-tour, il fait une sorte de glissade, et cette glissade, si on arrive à sauter au bon moment en l'air, on va pouvoir faire un saut beaucoup plus long et récupérer un cube qui normalement n'est pas là. Et ça, je peux te laisser expliquer. Ouais, en fait, c'est que le village a deux clones, une version 2D et une version 3D. Normalement, la version 2D, tu serais pas capable de te rendre au spot où il y a le treasure chest, et parce que il y avait juste pas intérêt de s'assurer qu'il n'y avait rien dedans, puisqu'il n'était pas accessible. Par contre, avec le glitch du long jump, qui je crois est dû à... Il n'y a pas de friction dans des animations de slide, alors tu peux t'en profiter pour faire un saut très long. Mais bon, donc on n'a pas pris le temps d'enlever le cube caché, et puis ça fait un cube de pouce. Ah, alors voilà. C'est bien ce que je pensais, donc je vais profiter là, dès que j'ai une cutscene, de changer le niveau de son. Ça devrait pas changer grand chose au niveau du temps de la run, espérons. C'est que je pense que l'animation de... Quand le hexahedron s'en vient dans le village est très fort comparé au reste du jeu aussi, alors peut-être que ça sera pas si bien plus loin. Non, moi j'ai pas vraiment de problème de son. Je sais que par exemple d'autres runners, dont Toad qui est dans le chat, ont eu des problèmes de son, mais moi normalement je n'ai pas de soucis de ce côté-là. C'est vrai que le son du jeu a l'air assez fort. Et donc voilà, pendant ce temps on a oublié de parler de l'histoire, donc si tu peux t'en charger pendant que je m'occupe de modifier le son.
Donc, dans le fond, là, je suis un peu en retard sur le stream vu que je le regarde sur Twitch, mais ça devrait aller. Bon, ça va bouger un peu. Enfin, le temps de la run sera un peu décalé, mais c'est pas grave. Ouais, ben c'est ça. Donc, au tout départ, t'as Gomez qui sort de son village et puis qui se rend en haut, qui voit que. Là, t'as posé le jeu, c'est normal? Oui, bah, c'est parce que j'ai pas le choix. Donc, Gomez vit sa vie normalement et puis il se rend en haut de son village et voit qu'il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Et puis, le Hexahedron, qui est un espèce de cube interstellaire qui apparaît au top du village et puis qu'il transporte dans son temple, qui est le temple du Hexahedron. Et puis, une fois que lui arrive là, ben là, c'est comme si il veut y expliquer quelque chose, il veut y donner un nouveau pouvoir. Et puis on se rend compte que, dans le fond, après l'avoir glitché, après avoir tourné... Il parle un langage qui est incompréhensible avec des glyphes. Et puis après avoir tourné la perspective... C'est-à-dire, tu reçois ton fez. Et puis après avoir reçu ton fez, tu vois... T'as un nouveau pouvoir qui te permet de tourner le monde à différentes... de passer d'une vue 2D à une autre vue 2D, de gauche à droite. Et puis quand tu rebootes le jeu, tu reviens dans ta chambre. Et puis là, tu as tout d'un coup une nouvelle perspective sur ton village qui te permet d'avoir de tous les côtés. Voilà, et c'est exactement là où j'en suis. Donc voilà, j'ai dû perdre environ 30 secondes à modifier le son, mais c'est pas grave, c'est pour la qualité du stream. Voilà, donc là, première technique en fait. Comme on a déjà récupéré un cube avant dans l'intro du jeu, ce qu'on n'est pas censé pouvoir faire, on peut ouvrir la porte en bas du village avant même d'avoir fait autre chose. Ouais, parce que normalement, il aurait fallu que tu calcules 8 petits morceaux de cubes dans le village qui sont éparpillés dans plein de pièces séparées. Et puis c'est une perte de temps, alors je comprends que tu prends le cube complet dans le village 2D pour te permettre d'éviter la collection. Ouais. Par contre, là, je vois que tu vas dans les différentes salles parce qu'il y a quand même des cubes faciles à avoir. Là, je me trompe pas, c'est une clé dans ce chest-là, ce qui va permettre d'ouvrir une porte parce que les clés agissent un peu comme des skeleton keys où ce que tu peux te servir d'une clé pour ouvrir n'importe quelle porte, peu importe dans le monde. Ouais. Donc, dans différentes pièces du village, il y a différents codes que tu peux rentrer. Tu fais un système de comme des cheat codes, là. C'est un peu comme des séries d'entrées sur manette que tu dois faire rapidement. Faut pas dire cheat code parce qu'il y en a qui vont râler, mais ouais, c'est. Ouais, on les appelle comme ça. C'est des énigmes à résoudre avec la manette, quoi. Exactement. Et puis souvent, ça prend un certain temps avant de comprendre ce qu'il faut que tu fasses dans une pièce pour avoir les cubes. Comme là, je vois que tu as eu le Secret Cube dans la Boiler Room. Normalement, tu serais même pas capable de le faire dans ta première run parce que il y a des morceaux de l'énigme qui sont sur des murs qui sont impossibles à voir sans la vue en première personne qui arrive après avoir fini le jeu. Ouais. Et bref, évidemment, c'est une speedrun, alors tu connais toutes les bah oui, on connaît tout. J'ai tous les codes nécessaires imprimés sur ma petite feuille de notes. Ouais, puis c'est surtout de les reproduire rapidement parce que même moi, quand je testais le jeu, je les savais par cœur. Je les savais bien, sauf que c'était impossible pour moi de les faire aussi rapidement que toi parce que j'ai pas la dextérité ou bien l'habitude. Ah bah moi je les connais pas vraiment par cœur. Hein. Je sais à peu près comment il faut les faire et du coup j'ai toujours ma feuille sous les yeux comme ça. Ah, c'est de la lecture à vue. Oui. Donc là, c'est ça. T'as déjà 4 cubes. À ce moment-là dans le jeu, t'en as maximum... En fait, t'en as 2. Oui. Toi, tu pars déjà avec un bonus de 2. Ouais. Et alors là, bah, ça va aller crescendo. De toute façon, les cubes, c'est à peu près plus d'un cube par minute sur une bonne run. Vu qu'il faut 32 cubes. Voilà, donc on va expliquer un peu. Il faut 32 cubes pour pouvoir accéder à la fin du jeu. Et le record que j'ai fait hier, je tiens à le préciser. Oh, world record hier. Ouais. C'est 28 minutes 18. Ou 28 minutes 19. Ah. Ah, évidemment. Là, tu te diriges vers le niveau avec la chute d'eau. Voilà, et les codes que j'aime pas, parce qu'une fois sur deux, ils fonctionnent pas pour une raison que j'ignore. Là, je viens de voir que t'as fait un door glitch, je crois que t'appelles. Bref, oui, ça le te door permet glitch. d'éviter, parce que quand tu rentres dans une porte qui fait une transition vers le ciel, vers un autre niveau, il y a toujours une transition qui dure 3-4 secondes où t'as un fade out puis un fade in vers le prochain niveau. En faisant un saut à la dernière minute ou en sortant comme du volume de la porte, ça te permet de glitcher et de sauver un peu de temps parce que tu changes le type de transition de la porte, ça devient un fondu au noir à la place d'être un zoom vers le prochain niveau. C'est ça. Alors il y a des chances que... Ah, ça a marché, c'est bon. J'avais pas entendu le son, c'est pour ça. Il y a des chances que je rate un ou deux door glitch parce que ça arrive. Hein. C'est quasiment un trick frame perfect et il faut le faire 12 fois dans la run, donc c'est facile d'en louper. Du coup, vous verrez la différence, je pense. Dans la pièce qui loupe, celle que je vois en ce moment,
y a moyen de faire 2 codes en même temps et ainsi de collecter 2 cubes dans un seul coup, ce qui permet parce que normalement il y a une animation quand tu collectes un cube, alors si tu peux en prendre 2 d'un coup, mais tu sautes d'une animation, tu sauves quelques secondes. Et donc là, je suis rentré dans la salle musicale, on va dire. Ouais. Oh là, super. La plateforme, le plateforme rythmique, mais au moins il est déterministe dans le sens que tu vas toujours voir la même séquence avec la même musique, donc tu peux la prendre par cœur. Et alors là, ça va être chaud parce que normalement, je suis censé avoir un cycle très rapide. Mais là, en voulant aller trop vite, j'ai raté le code. Du coup, j'ai perdu du temps. On va voir si j'arrive à récupérer la backup strat. Ouais, parce que la chanson arrête pas. Parce qu'en fait, toute la salle est basée sur la musique. Les plateformes roses, elles apparaissent en même temps que la musique. Et j'ai réussi à avoir le backup. Donc j'ai pas perdu de temps. Bon, mais parfait. Et fun fact, le level a été designé en premier, ensuite Disaster Peace a scoré la position des plateformes, dans le fond, ajuster la musique au visuel au lieu de l'inverse. Alors là, faut juste que je me concentre un peu pour pas louper la première. C'est bon. Donc là, plus grand chose à faire jusqu'à la fin de cette zone. On va retourner au... Moi, ce que j'appelle cette zone le hub, c'est pas vraiment ça, mais... Ben, on l'appelait le Nature Hub, alors t'es pas très loin. Dans le fond, c'est le premier niveau principal qui te permet d'accéder à toutes les branches du monde de la nature. 4 hubs comme ça, avec un téléporteur qui te permet de naviguer d'un à l'autre. Alors, au passage, j'en profite. Vous aurez peut-être remarqué sur les viewers que j'ai 2 timers en fait. J'ai l'iSplit qui est à gauche. Et j'ai un autre timer qui est à l'intérieur du jeu. Oh là là, très bon door glitch first try. au passage. Et donc oui, le timer qui est en jeu en fait c'est un mode qui a été développé par un jeune allemand. Oui, qui a juste décidé de faire... dans le fond, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de... C'est pas facile de faire un mode pour Fez parce qu'il n'y a pas vraiment d'interface d'API qui te permet d'en faire. Par contre, lui a décidé de pratiquement décompiler le jeu et refaire des patchs en patchant les DLL puis en rajoutant du code au jeu. Et puis il a fait un module pour les speedruns et toutes les choses que j'avais enlevées du jeu, il les a comme remis dedans. Tu peux sélectionner le niveau que tu peux aller en lançant le jeu, plein de choses comme ça. Faut qu'il fasse ça de son temps libre. Et donc, en discutant avec ce développeur, il a trouvé intéressant de développer des outils pour le speedrun. Et du coup, on a ce timer qui... Ah bah voilà, là je viens de rater un door glitch, donc ça va pouvoir être visible la grosse différence de temps. Et oui, donc il nous a développé des outils pour le speedrun, notamment qui retirent tous les temps de chargement, parce que certains joueurs se plaignaient de ne pas avoir les mêmes temps de chargement que d'autres, et du coup pour faire du speedrun, bah, ils se sentaient désavantagés. Et du coup, il a pu développer ça, et ça marche plutôt bien. Là, je viens de voir que tu as téléporté d'un mur à l'autre. J'imagine que ça vaut la peine d'en parler. Oui. Il y a moyen de... À cause de la mécanique principale de Fez, qui est de passer de tourner le monde tu peux pas être sandwiché entre 2 plateformes. Bref, si t'es derrière une plateforme et devant une autre plateforme, normalement, le jeu te pousse à l'avant du jeu. Oui, voilà, c'est un genre d'éjection en fait. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux utiliser ça à bon escient si tu veux te téléporter d'une place à l'autre. Ah, tu bah peux là, forcer le jeu à te téléporter. Ouais, là de toute façon, c'est la zone où j'en fais plein partout, donc... Ah, c'est bon, je l'ai eu. Donc là c'est vraiment la zone, on va dire, peut-être la plus glitchée du jeu, où je fais des door glitch partout, des TP glitch aussi, j'en fais pas mal. Bon là, Préciser, les téléports fonctionnent dans ce niveau-là en particulier parce que c'est comme si il y a 2 murs qui encerclent les plateformes, donc c'est comme si c'était à l'intérieur d'une cave sur le devant du mur du niveau. Et puis, tu te retrouves toujours entre 2 endroits, alors tu peux t'en servir pour passer d'un mur à l'autre. Bon, deuxième door glitch raté, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, c'est la zone où je fais le plus de TP glitch. J'en fais à peu près partout parce que ça fait gagner énormément de temps. C'est une zone pas tout à fait labyrinthique, mais il y a ça part un peu dans tous les sens et je suis tombé alors que je voulais pas. C'est que normalement, on veut forcer l'exploration du niveau, de passer par toutes les alcôves du niveau pour aller chercher les petits cubes et compagnie. Sauf que du coup, ces alcôves sont bien utiles.
Et donc là, je vais pas prendre le téléport, je vais faire un truc qui a été trouvé récemment. C'est en fait, si on arrive à ouvrir une porte pendant l'animation de chute, et ben on ne meurt pas, on ouvre la porte à la place. Et Ah oui, ok, mais ça fonctionne pas seulement avec une sorte de porte? Ou dans 1.07, ça fonctionne avec toutes les portes? Non, dans 1.07, ça fonctionne avec toutes les portes, sauf qu'on peut pas le faire partout. Ah, d'accord. Parce que y a pas la prédisposition pour le faire. Donc là, j'ai raté mon saut. Un saut un peu technique. On doit partir sur sur le lierre, escalader et faire un saut quasiment frame perfect pour pouvoir éviter de faire un détour. C'est pas passé la première fois, bon, c'est passé du deuxième coup, ça va. Et là, on découvre les plateformes invisibles. Encore une fois, je peux te laisser expliquer pourquoi ces plateformes invisibles. Les plateformes invisibles c'est normal, c'est pas un glitch, sont censés être invisibles, mais la façon de les voir, c'est en trouvant des cartes au trésor qui indiquent des points rouges sur une carte. Donc tu les regardes, tu vois le layout d'une projection de niveau sur la carte, puis tu vois des petits points rouges, dépendant de l'orientation, ce que tu regardes la carte, c'est l'orientation où tu peux marcher sur le bloc invisible. Parce que dans le fond, il est pas matériel sur tous les côtés, il est seulement matériel sur une face. Alors c'est ça, normalement, il faudrait que tu passes par une des treasure maps, pour voir comment les traverser. Voilà. Bah d'ailleurs là une carte au trésor, je vais en récupérer une plus tard dans la run, mais ce sera pour d'autres raisons parce que toutes les cartes au trésor ne servent pas à découvrir des plateformes secrètes. Elles ont plusieurs utilités, il y en a une notamment. 4 pour la crypte qui te permet de résoudre un puzzle dans la crypte que tu verras sûrement pas parce qu'il est un peu lourd à faire. Oui, et puis c'est loin surtout. Ouais. Donc j'imagine que tu parles c'est le QR. Le code QR? Ouais, c'est ça. Donc là, j'imagine l'attrait de faire ce niveau-là, c'est que t'as un cube complet rendu en haut, alors même si c'est du platforming, ça vaut la peine. Ah oui, ça vaut la peine. De toute façon, en fait, quasiment à chaque fois qu'on fait une zone, on la fait intégralement. Ah, les trous noirs. Ah, ça, ok, bon, pour expliquer les trous noirs, c'est random, presque. Dans le fond, la probabilité qu'il y ait des trous noirs dans un niveau est en fonction de la quantité de cubes que tu as ramassé, donc de la complétion du jeu. Ça me rassure parce que j'avais cette théorie depuis très longtemps et j'attendais qu'elle soit validée. Ouais, malheureusement, c'est complètement random, sauf que plus, mettons, tu testes 64 cubes, c'est 50% des chances qu'il y ait des trous noirs, je crois, ou 75, en tout cas, bref, ça va assez élevé. Mm-hmm. Et là, au début du jeu, comme ça, c'est complètement aléatoire. Et donc là, au passage, ça s'est peut-être entendu, mais j'ai utilisé mon clavier pour rentrer un code, tout simplement parce que je me suis rendu compte que je suis beaucoup plus rapide pour rentrer ce code au clavier que on peut pour le rentrer. utiliser les deux interchangeablement, le clavier et le controller. On peut utiliser la manette. Normalement, je joue à la manette quasiment tout le temps, sauf pour certains codes. Non, il y a 2 codes que je fais au clavier parce qu'ils sont beaucoup plus rapides à faire de cette façon. Un petit long jump pour éviter de faire un détour encore une fois. Franchement, le long jump, ça fait le café. Hein. Dès qu'on peut l'utiliser, on se gêne pas parce que ça fait quand même gagner un peu de temps. Ça a été corrigé, je crois, hein, dans les dernières patchs. Oui, bah c'est pour ça qu'on utilise la version 1.07, c'est que ça a été corrigé à la 1.08. Et donc là, justement, je suis en train de récupérer la carte au trésor qui contient le QR code. Donc en fait, ce QR code, quand on le scanne, il donne un code à faire à la manette. Ouais, et en fait, on peut pas faire le code avant d'avoir eu la map. C'est ça. Et je vais pas le faire tout de suite parce que je vais refaire un petit glitch que j'avais fait auparavant là dans la salle infinie. Je vais pouvoir le refaire juste après. Pour avoir 2 cubes en même temps. Pour avoir 2 cubes en même temps et ne pas avoir de cutscene si je me débrouille bien. Donc c'est quand même une run qui a été pas mal optimisée. Moi disons, je suis l'exécutant, mais derrière il y a quand même pas mal de gens qui s'y sont intéressés, notamment... je sais pas si Joey Cohen est encore dans le chat. De toute façon, je ne sais pas s'il se reconnaîtra parce que je crois qu'il ne parle pas très bien français, voire pas du tout. Ouais, mais c'est pas un jeu qui est... Je sais pas à quel point que les jeux sont optimisés pour être runnés ou est-ce que tu planifies une route qui est plus optimale. Puis... Mais tu sais, Fred, c'est pas du tout été un jeu comme ça parce que ça se veut un jeu atmosphérique, un peu lent, un peu relaxant. Mais là, c'est sûr, de le jouer comme ça, c'est complètement autre chose.
C'est sûr. intéressant de voir que même s'il n'était pas vraiment prévu pour ça, c'est un jeu qui se run bien parce qu'il y a tellement de façons différentes de traverser le jeu, puis de traverser un niveau en soi. J'imagine que c'est un bon challenge de trouver la route optimale. Là, tu te diriges directement vers la porte avec les 32... Ben, pas directement, mais tu es dans le monde où la Non, porte peut t'amener au final area. c'est presque ça. Ok. Là, c'est le village Zoo. Mais c'est la. D'ailleurs, je sais pas, peut-être que tu vas pouvoir m'aider parce que j'ai jamais su si en fait c'était une version future ou antérieure et j'ai oublié de faire des codes super. Ah, écoute, tu passes pas mal en transition pour sauver du temps, ouais. Donc voilà, là j'ai pu superposer 2 cubes. Normalement, je le fais pendant la cutscene, mais ah bah du coup, en plus, j'ai raté le cutscene skip. Mais oui, j'étais pris dans ma discussion, du coup, normalement, je profite de l'introduction en fait de ce village pour faire les 2 codes. Donc ce village-là, c'est parce qu'il se trouve en 2 copies. Quand tu passes dans la porte, dans la toute première place où il y avait des chutes d'eau rose, une porte qui t'amène vers une copie différente de ce niveau-là avec des vrais villageois qui se promènent dedans. Oui. C'est sûr que c'est pour l'interprétation, mais en fait, il y a différents indices qui font en sorte que ça, la version que t'es dans, la version du village que dans laquelle t'es en ce moment, c'est la version en ruine, donc qui est dans le futur. D'accord. Tout le monde est mort, les choses sont... J'ai toujours eu du mal en fait à... Parce que si tu regardes dans une des salles, il y a un portal qui est en construction dans l'autre version où il y a des villageois, puis dans cette version-là, il est complété, mais le portal est aussi détruit. Il y a différents indices comme ça, qui sont comme des choses qui sont pas tout à fait terminées dans le village où il y a des vraies personnes, qui sont terminées et détruites ici. Et du coup, là, on arrive à la zone avec les tourniquets. Alors, je ne me souviens plus du nom exact de chaque salle. Alors, ouais, c'est parce qu'ils sont pas nommés non plus. Oui, enfin, ouais, il n'y a pas de nom exact, mais on a moyen de retrouver le nom des salles. Là, en fait, on l'appelle l'observatoire parce qu'en haut, il y a l'observatoire avec le télescope. Observatoire auquel je vais me rendre, d'ailleurs. L'observatoire qui fait partie, pour moi, des énigmes parce les plus bizarres. Parce qu'il y a 2 cubes à avoir là-dedans. Non, il y en a un seul. Ah oui, ok, parce que l'autre, c'est pas un cube. Oui, l'autre, c'est un morceau de cœur, mais ça, c'est une quête ultra annexe. Ouais, et qui est pas très fruitful dans le contexte d'un speedrun parce que ça rajoute pas à ta progression. Oui, voilà, ça rajoute rien. Il y a une seule catégorie qui récupère en fait ces cubes en forme de cœur. Il n'a été runné que par une seule personne il y a très très longtemps, donc très pas du tout optimisé. Mais ça a le mérite d'exister. Ah ouais, c'est intéressant. Donc, alors que là, j'arrive à la pierre de Rosette. Qui permet justement de déchiffrer, de savoir ce que fait la manette, à quoi ça correspond. Parce que dans le fond, pour chaque input que tu fais sur la manette, tu vas voir un dessin sur le monolithe avec un peu un affichage à cristaux liquides un peu là. En sachant ça, tu peux décrypter tout le reste des codes du jeu, mais normalement, avant d'avoir ça, tu ne peux pas lire les codes. Alors au passage, je vois un commentaire sur le chat de DeathSkulls666 qui dit « Ça me fait penser à Leave Me Alone, la réalisation graphique ». Alors il faut savoir que c'est Leave Me Alone qui s'est inspiré de Fez, et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai le record du monde sur toutes les catégories de Leave Me Alone, sauf une. La version originale de Fez est sortie en 2012, en avril 2012, il y a presque jour pour jour. Et Leave Me Alone est sorti quand même un peu plus tard. Petit jeu flash bien intéressant aussi. Ouh là là, j'ai fait faire une grosse erreur. Allez, voilà. Donc là, je vais faire le deuxième code que je fais au clavier, parce qu'il est assez rapide à faire au clavier. Voilà. Ça s'est peut-être entendu sur mon clavier, c'était très très rapide. Et les codes qui sont, je le vois un peu en retard, mais j'imagine que t'es dans le... Ouais, ok, bon. Donc le code qu'il faut faire là, il n'apparaît pas sur les vues 2D du monde, il apparaît sur le plancher. Puis la seule façon de le voir, c'est avec la vue en première personne que tu as en finissant le jeu pour la première fois. Ouais. Et puis pour ce qui est des codes avec ce qu'on appelle les rumble ou les tuning forks, c'est un code que tu entends soit
avec des écouteurs, avec des vibrations qui sont à gauche et à droite, ou Ouais, avec une la manette stéréo. avec les moteurs de vibration. Donc en gros, si tu joues au clavier et en mono, bah tu peux pas faire le code. Ah, mais là, on a essayé, hein, quand même. Mais bon, qui joue en mono? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la stéréo, c'est quand même Ouais. un standard. Allez, là on arrive à une salle que j'aime pas du tout. Bah voilà, j'ai raté déjà le cycle rapide. En gros, il y a un moyen de passer en un seul cycle, c'est-à-dire sans avoir à attendre du tout. Mais c'est quasiment frame perfect et bah je l'ai raté. Ce qui est à peu près habituel parce que c'est vraiment pas facile. Allez, le dernier door glitch, on va espérer qu'il passe. Raté. Bien évidemment, le dernier le dernier door glitch qui ne passe pas. Et là, on va rentrer dans deux salles qui vont être complètement abusées. Donc la première, normalement, il faut utiliser pareil, des tourniquets au sol pour changer la rotation de certains éléments de la map pour pouvoir passer. C'est l'introduction d'une mécanique qui est utilisée dans tout le monde industriel qui suit, normalement, qui permet de tourner des plateformes, les réaligner dans le monde. Et là, deuxième abus du moteur du jeu. Hop là, on arrive à accéder à une échelle que normalement, pareil, on doit faire tourner des morceaux de la map pour pouvoir accéder à cette échelle. Mais il n'y a pas besoin. Et tout ça pour récupérer, encore une fois, avec des plateformes invisibles, le dernier anti-cube. Donc oui, dans tout ça, on n'a pas parlé des cubes et des anti-cubes. Ouais, donc il y a deux types de cubes. En fait, il y a plusieurs types de collections, mais les deux qui sont importants pour runner puis pour se rendre à la fin du jeu, c'est les cubes et les anti-cubes. Les cubes qui sont aussi splittés en 8 morceaux pour faire les morceaux de cubes ou les cube bits. Mais dans le fond, les cubes sont la progression standard, genre tu pourrais toutes les collecter sans avoir aucune connaissance des cheat codes ou des trucs spéciaux comme ça. Les anti-cubes sont tous des choses secrètes, comme des codes écrits par terre, des codes, des puzzles. Donc c'est un peu comme la deuxième partie du jeu où tu as fini le jeu, puis là maintenant tu veux le compléter au complet, là tu vas décrypter les puzzles, puis... Là on se rend dans le village, le village... Voilà. Ancien, où ce que les villageois puis est encore en construction, et puis il y a différentes choses qu'on peut collecter ici. Et au passage, il y avait juste un cube bit qui traînait, et c'est ce qui me permet, juste avant la porte à 32 cubes, de récupérer justement le 32e cube, qui me permet d'accéder à la zone de fin du jeu. Ouais. Parce que oui, mine de rien, on est déjà quasiment à la fin du jeu. On discute, et ça fait déjà 25 minutes. Je pense que je devrais être aux alentours de 30 minutes du fait du petit souci sonore qu'on a eu au début. Mais ça reste très honorable. Il y a quand même pas mal de cutscenes à la fin, alors j'imagine que ça rajoute du temps obligé. Oui. Donc normalement, il y a à peu près 1 minute de décalage, en tout cas sur mon ordi, entre le temps sans les chargements et le temps avec. Ça, c'est le téléporteur, la Stargate qui t'amène du village à l'endroit un peu ésotérique, l'espèce de planète mauve où ce que la séquence finale se produit. Ah ça y est, ça commence à parler de Phase 2, on va éviter de parler des choses qui fâchent. Bon, j'ai rien à dire là-dessus, hein. Donc j'imagine que le dernier niveau, c'est surtout du platforming, il n'y a pas vraiment de glitch à faire. Non, il n'y a pas vraiment de glitch. Par contre, si je fais du platforming parfait, je peux... En fait, comme il y a la porte finale, la porte blanche tout en haut qui tourne en permanence, en faisant du platforming parfait, je peux réussir à l'avoir le plus tôt possible. Et ça fait gagner environ 4 secondes par rapport à ce qu'on arrive à faire d'habitude. Mais c'est vraiment la perfection, quoi. J'ai dû l'avoir 3 fois depuis que je sais que c'est possible. Et donc là, c'est surtout ce qui est un peu surprenant au début, c'est que la gravité est affaiblie, tout va très lentement. Ouais, ça change beaucoup le feeling du jeu. Oui, c'est un peu comme si t'étais dessus de l'eau, là. Changer de perspective aussi, c'est extrêmement lent. Du coup, j'évite de le faire.
Allez, il y a peut-être possibilité là d'avoir le fameux early cycle dont je parlais. Ah, c'est peut-être jouable. Ah, on va tenter, ça va être chaud. C'est trop tard. Se pointer directement au moment où le cube fait face et que la porte est accessible. Ouais. Faire des rotations et puis on perd du temps. Ah, apparemment, je serai dans les 29 minutes quand même. Donc Bad. Hormis le petit imprévu au début, j'ai pas dû perdre trop de temps que ça. À partir de ce moment-là, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il reste des inputs parce qu'il faut quand même partir c'est comme si le jeu faisait un dernier reboot et puis il y a quand même un dernier start à faire. Ah, bah justement, je vois Angel qui est dans le chat. Donc Angel DE là qui vient de dire GG, c'est le développeur de Phase Mode qui me permet justement d'avoir le temps sans les chargements et bien d'autres outils que je n'utilise pas. Et un des outils d'ailleurs il veut faire une version network de Phase où on va pouvoir jouer avec deux Gomez dans un niveau. Qui est en production, mais je crois que ça fonctionne déjà quand même bien. Alors ça. Et du coup, 29-21 pour le temps réel et 28-21, donc exactement une minute de moins pour le temps sans les chargements. Au final, c'était pas mal. Ouais, je pense vraiment que une grosse partie de la minute que j'ai perdue, ça a été au début. À part ça, ça s'est plutôt bien passé. Non. Oui, alors du coup, petite explication pourquoi on arrête le timer à ce moment-là. C'est parce que là je peux encore bouger, mais ça amène inévitablement à l'outro, donc la cutscene de fin du jeu, donc il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas d'accélération possible. Il n'y a pas d'accélération possible, il n'y a pas non plus de moyen d'en échapper, c'est vraiment, ça fait partie de la cutscene de fin du jeu. On va voir au complet ou on coupe pour gagner du temps? Ah bah non, on va voir au complet, mais on peut discuter pendant ce temps. C'était le principe. Oui, donc du coup, vu qu'on t'a sous la main, autant te poser quelques questions. Justement, qu'est-ce que toi t'en as pensé quand t'as vu d'abord les speedruns au début Mon premier contact avec ça, je crois que c'est que t'as posté un message sur le site de support de Fez en disant comme hey, bonjour, on vient de la communauté de speedrun et on a trouvé des bugs. Et c'est tous les bugs possibles, les exploits de la version avant 1.07 ou dans ce coin-là. Ça devait être avec Killeye, ça, je pense. Ça doit dire quelque chose Killeye. Ça se peut, ça se peut. C'est peut-être pas toi qui as fait ça, mais en tout cas, bref, de la communauté de speedrun en général. Moi, je suis arrivé bien après. Ah, d'accord. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh my god. Il y a des bugs que j'étais capable de reproduire, comme le long jump, je le fais depuis très longtemps dans le jeu, en développement, sauf que j'ai jamais compris c'était quoi la façon de le reproduire et la façon de le corriger. Mais en voyant la description du bug, ça fait comme, ah bon, c'est ce qui se passe, je vais pouvoir l'arranger. Mais là, évidemment, le monde voulait pas l'arranger parce que c'est un des rares glitches qui fait gagner beaucoup de temps dans le jeu. Quand j'ai vu les premières speedruns à 30 minutes et dans ce coin-là, c'est fou parce que quand je le testais, c'était probablement autour de 1 heure pour faire l'équivalent parce que j'avais pas de run optimisé. Je faisais juste comme y aller un peu au pif là, pour tester un peu des différents endroits du jeu en même temps à chaque fois que je le faisais. Ouais, du coup, c'est vrai que en fait, travailler sur le speedrun de Fez, c'est quand même pas mal de routing. C'est justement trouver où seront les cubes les plus rapides à prendre, tout en essayant de se diriger vers la fin du jeu en même temps. Et du coup, cette cutscene-là qu'on regarde en ce moment, initialement, le plan c'était de la faire en CG, c'est-à-dire d'engager quelqu'un, un animateur 3D pour la reproduire en vidéo, puis après ça de la jouer. Sauf qu'il y a tellement de sections qui sont avec des lignes fines que la compression vidéo tue complètement la qualité visuelle. Ah oui, bah là je pense que ça se verra sur le stream parce que... Ouais, ça paraît là, parce que quand tu le regardes en vrai, c'est évidemment, c'est pixel perfect, puis oui, ça a l'air d'un gribouillis de carré puis de compression au JPEG, là, c'est drôle. Oui, donc du coup, sinon, rien à voir, mais sur quoi tu travailles en ce moment? Donc en ce moment, je suis chez Capybara Games à Toronto. J'ai déménagé là à Toronto depuis 2 ans. Puis je travaille sur un jeu qui s'appelle Below.
Le site web, c'est whatliesbelow.com. Qui n'a pas de date de sortie prévue, mais je crois que ça s'enligne bien pour cette année-là. Et puis, on devrait avoir des annonces à faire un peu dans l'esthétique look and feel de Sword and Sorcery, qui a été aussi faite par Cappy il y a quelques années. La musique de Jim Guthrie aussi, si vous connaissez, ça s'enligne pas mal bien. Travail à faire. Ouais, bah justement, là, on arrive pile à la fin de l'outro, donc je pense qu'on va pouvoir laisser la main dans pas très longtemps. Je vais essayer de voir si